Salut à tous, alors aujourd'hui je vais pas parler d'apprentissage des langues mais je vais quand même parler de langue et plus précisément d'un sujet qui me tenait à cœur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, précisément le 8 novembre, le milliardaire Donald Trump a remporté les élections présidentielles américaines et cet événement faisait écho à un autre survenu plus tôt dans l'année qui est donc la victoire du non au référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, autrement appelée la victoire du Brexit. Pourquoi mettre en parallèle ces deux événements qui sont arrivés la même année? Tout d'abord parce qu'ils représentaient une surprise totale par rapport aux instituts de sondage, aux médias qui donnaient vainqueur donc le oui au maintien pour le Royaume-Uni et Hillary Clinton pour les États-Unis. Il s'agissait donc de chocs médiatiques inattendus et surtout venant de la première et de la cinquième puissance économique mondiale, même si j'entends souvent dire qu'à cause de la chute de la livre qui s'est ensuivie avec le Brexit, le Royaume-Uni pourrait perdre sa cinquième place au profit de la France, donc ça évidemment c'est des Français un peu chauvins qui ont envie d'espérer. Et dans les deux cas, ça a mené vraiment à un déferlement d'émotions, d'un côté comme de l'autre, des comportements complètement hystériques, du dogmatisme en veux-tu en voilà, avec souvent les soi-disant défenseurs de la liberté qui se comportaient verbalement de manière encore plus totalitaire que leurs ennemis. Bref, il y a eu beaucoup d'émotions. Je pense que maintenant que à peu près une dizaine de jours se sont écoulés, on va pouvoir passer un peu plus de réflexion et d'analyse. Il ne s'agira pas donc d'analyse politique, même si ça m'intéresse beaucoup personnellement, il s'agit d'une chaîne sur les langues. Je vais donc parler sur un autre point qui unit ces deux pays, qui est donc la langue anglaise. Et d'un point de vue linguistique, c'est très intéressant dans tous les cas, parce que ce soit les paroles des différents acteurs politiques en place ou des électeurs, il y a énormément de choses à analyser. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué que Donald Trump, en fait, a remporté l'élection en utilisant des mots très simples, et certains linguistes ont estimé qu'il avait à peu près le langage compréhensible par un enfant. Par exemple, il utilise sans arrêt des tournures de phrases du style « very bad people, very bad », et voilà, ça ne va pas au-delà. Mais ce que je voudrais interroger surtout aujourd'hui, c'est l'avenir de la langue anglaise. Parce que quand on voit gagner un candidat qui prône l'isolationnisme américain, et d'un autre côté qu'on voit le Royaume-Uni mettre les voiles pour quitter l'Union européenne, on peut se demander quel va être le futur de la langue anglaise dans tout ça. Parce que l'anglais a évidemment un dessin qui est exceptionnel. C'est la langue la plus parlée au monde. Alors vous me direz sans doute que c'est le mandarin par nombre de locuteurs natifs, à peu près 800 millions je crois, mais l'anglais, quand on prend les locuteurs natifs qui sont à peu près 300-400 millions, plus les locuteurs de langue seconde, plus tous les autres qui parlent plus ou moins anglais, on arrive à un chiffre qui peut monter jusqu'à 1,4 milliard de locuteurs de l'anglais. Et je pense que c'est pas innocent que des pays comme ça, avec la langue la plus forte au monde, aient pu se retrouver dans des situations politiques pareilles, parce que finalement, quand on prend aux États-Unis, les électeurs de Trump sont majoritairement des blancs monolingues. Bon, il y a aussi les latinos, donc le continent nord-américain est de plus en plus multilingue, mais malgré tout, quand on vit aux États-Unis, on peut vivre en parlant uniquement en anglais. Pareil pour le Royaume-Uni, qui, par la puissance américaine, jouit quand même d'un certain prestige parce que les deux pays partagent la même langue. Et donc pour ces deux États, ils ont l'habitude que tous les autres pays parlent leur langue. Voilà, donc c'est là-dessus que je voudrais m'appuyer, sur cette espèce de paradoxe entre des pays très puissants qui rayonnent et qui diffusent leur langue dans le monde entier et qui tout à coup se la jouent isolationniste. Donc la première question qui a été sur toutes les lèvres et surtout les lèvres des Français après le Brexit, ça a été: est-ce que l'anglais va être maintenu comme langue officielle de l'Union européenne? On peut vraiment légitimement poser la question parce que le Royaume-Uni est le pays dont la langue officielle pour l'UE est l'anglais, alors que les autres pays anglophones qui sont l'Irlande et Malte ont enregistré comme langue officielle respectivement l'irlandais, donc le gaélique, et le maltais. Donc on pourrait se demander si l'anglais a encore une raison d'être. Après, les Irlandais et les Maltais ont quand même fait pression pour que l'UE continue à être une langue de travail parce que en réalité, derrière les ambitions nationalistes affichées d'avancer les langues irlandaises et maltaises, ces diplomates-là parlent anglais. Et maintenant, de toute façon, l'anglais a pris une telle place qu'il n'a plus besoin du Royaume-Uni pour être la lingua franca de l'Union européenne. Et même cet anglais qui est parlé dans les bureaux de Bruxelles, c'est un anglais qui est détaché de ses racines britanniques, qui est enrichi de tout un tas de jargon, et j'ai même vu des exemples de termes qui sont utilisés uniquement dans le milieu bruxellois, et qu'un anglais ne comprendrait absolument pas. Et on pourrait d'ailleurs se demander si les Britanniques qui voyaient l'Europe comme une menace ne se sont pas aussi sentis menacés dans leur identité en voyant cette espèce de jargon pseudo-anglais qui est parlé à Bruxelles et n'ont pas eu une réaction de rejet qui a mené donc au résultat qu'on connaît sur les référendums. On a eu pas mal d'exemples de personnes donc de langue maternelle anglaise et plus généralement des Irlandais
qui parlaient à Bruxelles et qui n'arrivaient pas à comprendre ce que disaient leurs collègues et à se faire comprendre, alors que pourtant tout le monde parlait une langue qui est a priori unificatrice, l'anglais. Bien sûr, au moment où le Royaume-Uni veut faire bande à part, on peut se poser la question de la pérennité de son rayonnement sur le continent européen et se demander si le Brexit ne va pas faire beaucoup de mal au Royaume-Uni et à la langue anglaise, parce que déjà, il y a des écoles d'anglais qui font venir énormément d'étrangers et donc qui engrangent beaucoup d'argent, qui commencent à avoir peur, parce qu'il va sans doute devenir plus difficile pour les continentaux d'aller en Grande-Bretagne pour prendre des cours, à cause des questions de libre circulation, de visa, etc. Voilà, il y a déjà ça. Et ensuite, évidemment, l'endroit le plus mondialisé du Royaume-Uni, qui est donc la City de Londres, donc le cœur financier du pays, risque de perdre aussi en attractivité. Alors là, il y a toutes les villes européennes, il y a Francfort, Milan, Amsterdam et Paris, qui essaient de se battre pour préparer l'avenir et devenir la nouvelle Londres d'Europe. On va voir ce qui va en être, et sans doute que Londres gardera sa place et qu'il n'y aura pas de changement. Et on voit déjà qu'une certaine partie de la population du Royaume-Uni a peur pour le rayonnement de son pays à l'avenir. Et de toute façon, l'omniprésence de l'anglais dans le monde, c'est pas faite sans rien. C'est aussi parce qu'il y avait un rayonnement politique et culturel du Royaume-Uni puis des États-Unis, et on peut légitimement se poser la question que si ces pays perdent en rayonnement, leur langue aussi pourrait perdre en rayonnement. Ce qui va nous amener à nous poser la question américaine maintenant. Parce que finalement, quand on regarde l'anglais qui est parlé par la majorité des gens, si vous parlez anglais avec un espagnol, avec un allemand, avec un suédois, etc., vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas un accent britannique. Un autre européen, il aura bien souvent un accent américain qui aura été façonné par beaucoup de consommation, généralement de films et séries télé. Donc finalement, on ne peut pas poser la question de l'anglais sans aller voir de l'autre côté de l'Atlantique. Donc une des interrogations au niveau international, c'est que vu que Donald Trump a une position plus isolationniste que Hillary Clinton, qui était beaucoup plus sur un monde avec les États-Unis comme gendarme du monde, donc une vision presque du XXe siècle, là Trump c'est vraiment l'inverse. Il propose qu'on laisse par exemple les Russes se charger de la situation en Syrie. Par exemple pour l'OTAN, il prévoyait que s'il y avait des pays qui ne payaient pas suffisamment, on pourrait les en faire sortir, ou alors qu'on pourrait même démanteler l'OTAN entièrement, ce qui fait que on pourrait imaginer l'avènement d'un monde plus multipolaire où par exemple la Russie localement jouera un plus gros rôle, la Chine arrivera à tirer son épingle du jeu, bref, il pourrait y avoir un désengagement des États-Unis qui laisserait des places vacantes pour de nouveaux acteurs qui pourraient rayonner politiquement et dont la langue deviendrait plus attrayante. Sur le sujet, je vais être assez modéré parce que je sais qu'au lendemain de l'élection, il y avait déjà des gens qui recherchaient des choses sur la fin du monde ou même des gens qui disaient qu'ils allaient partir au Canada alors qu'ils ne vivaient même pas aux États-Unis. Bon, voilà. C'est toujours des catastrophismes émotionnels et on s'attend à ce qu'il y ait un bouleversement dans l'ordre mondial, mais je ne pense pas que ce bouleversement aura lieu. Par rapport à ce que Trump déclarait dans ses discours, les États-Unis restent quand même numéro 1 mondiaux économiquement et à mon avis ils vont le rester encore quelques longues années. Il y aura un rayonnement qui va se perpétuer, donc il y aura toujours des séries télé, des films, donc l'anglais restera quand même la langue du divertissement, de la communication qui va attirer les jeunes générations. Après on peut se demander si certains pays continueront à avoir dans le modèle américain un idéal de démocratie, de développement. C'est quand on a vu la médiocrité de la campagne, avec toutes les accusations d'un côté comme de l'autre, le niveau de désinformation, et la victoire d'un candidat qui a quand même défendu des positions assez extrêmes. Peut-être qu'au niveau politique, les États-Unis vont perdre un peu d'influence, mais voilà, on est quand même sur un mandat qui va durer 4 ans, peut-être 8 s'il y en a un deuxième, mais voilà, ça reste quand même une durée assez courte. Et pendant ce temps, il faut pas oublier que Trump, c'est avant tout un chef d'entreprise qui développe ses activités dans le monde entier, donc il n'est pas non plus pour un repli où on coupe toutes les connexions avec l'étranger. Il ne faut pas imaginer un repli total des États-Unis où on ferme toutes les frontières, un peu comme la Chine ou le Japon ont pu le faire au cours de leur histoire. Non, quand même. De toute façon, les États-Unis, c'est un des pays les plus économiquement connectés au reste du monde, il ne va pas y avoir de fermeture. Et ensuite, il ne faut pas oublier que l'entreprise Trump, elle développe des projets immobiliers dans le monde entier. Il y a quand même des bâtiments, des tours Trump un peu partout dans le monde, il y en a une à Istanbul, il y en a une au Panama. Voilà, on parle quand même d'un chef d'entreprise pragmatique et avec une vue internationale, même si apparemment quand on lui parle de la France, il a l'air d'absolument rien y connaître, mais il va pas y avoir de repli. Donc les États-Unis vont, malgré tous les défis qui les attendent, continuer à rayonner aussi. Donc pour terminer sur le sujet de l'avenir de l'anglais, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et surtout en France, qui espèrent secrètement que l'anglais cesse d'être la langue internationale et que d'autres langues puissent réémerger, dont le français. À mon avis, l'anglais va encore garder sa position, donc peut-être qu'il la perdra un jour, mais pendant les années, les décennies qui suivront, je pense pas que l'importance de l'anglais va diminuer. Ce qui va se passer par contre, à mon avis, si les pays anglophones majeurs, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, persistent dans leur ligne isolationniste,
ce qu'il va y avoir, c'est que l'anglais va continuer à être utilisé comme lingua franca, mais sera de plus en plus déconnecté de l'anglais qui sera parlé dans ces pays. Parce que je vois pas mal, par exemple, de Français qui ont appris l'anglais, qui ont un très bon niveau global en anglais, arrivés au Royaume-Uni, dans une entreprise anglaise, c'est-à-dire pas seulement être avec des expats de tous les pays, on va parler une sorte de globish, c'est-à-dire d'anglais cosmopolite, mais vraiment parler de l'anglais britannique, ils sont perdus parce qu'en fait ça correspond plus du tout à tout ce qu'ils ont appris et à tout ce qu'ils ont entretenu pendant des années. Et d'ailleurs cette rupture va peut-être même se faire aussi dans les pays parce que par exemple, il y a une des grandes tendances de ces élections, c'est vraiment l'opposition entre les centres-villes riches et cosmopolites et les périphéries délaissées. Ça se voit particulièrement par exemple au Royaume-Uni. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'anglais de Londres, selon des études linguistiques, va être amené à évoluer énormément dans les décennies à venir. Par exemple, on peut s'attendre à la disparition des sons th et the, comme par exemple dans thief, dans the. Voilà, donc ça c'est des sons qui posent toujours problème aux étrangers. Et vu qu'il y a de plus en plus d'étrangers, par exemple à Londres, ces sons complexes risquent de disparaître. Mais vu que ces personnes d'origine étrangère ne seront pas forcément présentes dans les campagnes anglaises, ça va donc créer une langue qui sera encore plus éloignée entre les villes et les campagnes. Donc à mon avis, ce qu'on pourrait voir dans les décennies à venir, c'est vraiment une dialectalisation de l'anglais à la fois dans les pays anglophones et dans le monde entier, et on va peut-être voir apparaître une sorte de langue internationale anglaise qui ne sera plus vraiment de l'anglais, qui aura des racines anglaises, mais qui sera une sorte d'anglais qui sera passé à la moulinette de la mondialisation. C'est un peu par exemple quand on apprenait beaucoup le latin au 19e siècle en France et jusqu'à maintenant encore. Je pense pas que le latin qu'on apprend en parlant avec l'accent français corresponde vraiment au latin de la République et de l'Empire romain. À mon avis, un prof de latin qui essaye pas de reconstituer la prononciation de l'époque parlerait, on ne sait pas trop comment, avec un romain de l'époque, le romain ne comprendrait pas et le prof de latin ne comprendrait pas le romain. Et c'est peut-être ce qui va se passer, c'est qu'à force, les gens qui ne sont pas vraiment connectés avec la mondialisation tomberont sur un anglais qu'ils n'arriveront plus à comprendre, et les gens qui auront uniquement appris l'anglais mondialisé, quand ils iront dans les périphéries des pays anglophones, comprendront encore moins. Voilà, j'en ai terminé avec ces vidéos, donc évidemment je donne absolument aucune conclusion parce que je parle de l'avenir et je ne suis pas devin, mais je pense que ça peut être intéressant de se poser la question linguistique qui a été finalement assez éludée dans la couverture médiatique de ces événements parce qu'on est quand même sur deux pays qui sont très monolingues avec une langue qui va de soi presque. Mais il faut jamais penser que les choses vont de soi, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un esprit critique, toujours remettre en question tout ce qu'on sait sur les langues, leur apprentissage, etc. C'est ce que j'essaie vraiment de mettre en avant. Donc si le sujet vous intéresse, si vous en savez plus au sujet des évolutions possibles de l'anglais, n'hésitez surtout pas à en parler dans les commentaires pour avoir une discussion enrichissante. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner, et je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt.